Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 3 décembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'incomparable Yannick Lévesque. Et oui, si vous demandez, après tout ce temps, pourquoi on porte encore notre masque, c'est parce qu'on pense que c'est important puis on essaie de faire notre part en instant le plus de gens possible au port du masque. Je dois avouer que les commissions, les achats de Noël sont commencés. J'ai vu une fois une femme qui refusait de porter le masque. À part ça, je vois toujours les gens avec le masque. Donc, bravo à tout le monde. Puis, pour commencer le show, Yann, là, je veux saluer, non pas des gens qui ont un corps de métier particulier, je vais saluer tous les papas et les mamans qui sont à la maison et qui ont des enfants qui font l'école à la maison. Ça change la routine, ça change des ordinateurs, puis les garder concentrés devant l'ordinateur. Donc, à tous les papas et les mamans qui ont des enfants à l'école à la maison, salutations. En plus, là, on va rajouter à ça le shopping là, du temps des fêtes, essayer d'organiser un semblant de Noël qui ne sera pas trop dépaysant versus la pandémie, etc. Donc, salutations à tous les papas et à tous les mamans qui ont leur kid à la maison. Monsieur Lévesque, l'incomparable, ouais. Monsieur Lévesque. Comment ça va? Ça va bien. L'incomparable, tabarnouche. T'es très... je sais pas si c'est le temps des fêtes qui approche qui fait que t'as envie de me donner un cadeau comme ça à chaque jour, mais c'est très apprécié. Mon cher ami, t'es bien gentil. C'est le fun de recevoir des beaux petits commentaires comme ça. Puis il y en a beaucoup de bons commentaires aussi. J'ai pris le temps là, ce matin de revenir un peu dans les messages, que ce soit sur rds.ca, sur Facebook, et de revoir des commentaires que les gens nous envoient souvent pendant l'émission, qu'on n'a pas toujours le temps de les lire comme ça en direct, mais ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de gens qui apprécient notre émission, notre podcast. C'est vraiment le fun. Puis je rappelle aux gens de ne pas vous gêner, de nous envoyer des questions. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de pouvoir des fois partager en ondes avec nos invités vos questions. Parlant d'invités, aujourd'hui, Martin, dans la deuxième portion de l'émission, on va recevoir l'ancien défenseur du Canadien de Montréal, très impliqué dans sa communauté en Mauricie, Marc-André Bergeron, longuement impliqué avec les Aigles de Trois-Rivières, maintenant impliqué dans le nouveau projet de la Ligue de la Côte-Est, là, la East Coast Hockey League, qui va maintenant avoir pignon sur rue à Trois-Rivières dans un nouveau Colisée. Ça va être le fun de jaser de lui avec ça, mais on va également pouvoir, je pense, revenir un peu sur sa carrière, sur des moments qui ont été peut-être marquants ou cocasses. Je dirais peut-être plus cocasse, Martin, parce que tu as fait tout un job de recherche, tu as trouvé plein de petites anecdotes concernant Marc-André. Là. Non, mais écoute, on va se le dire, il est certainement, là, puis soyez là, vous ne voulez pas manquer ça, c'est certainement le joueur dans l'histoire du Canadien de Montréal qui a connu la saison la plus rocambolesque, point. Et ça fait un petit peu plus de 10 ans, là, ça fait 11 ans maintenant, saison 2009-2010. On va en parler avec lui. Puis ceux qui s'en souviennent pas, ou ceux qui s'en souviennent, ou à peu près, pendant que je faisais mes recherches, je faisais souvent des... Tu sais, le fameux « Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. » Ah oui, mais ça, c'est l'année... Donc, ça, c'est l'année, Martin, qu'en série, le Canadien a vaincu les Capitals et les Pingouins, là. Oui, absolument. Puis avec Yaroslav Halak dans le net, mais c'est parce que ça avait commencé avec, je me souviens bien, Markov qui fait le bacon dans le coin parce qu'il est encore blessé. Il s'était fait couper le tendon, ou le tendon, c'était avec un coup de patin de Carey Price. Je me souviens pas laquelle des deux blessures. Si c'est le genou, là, c'était dans le coin avec Eric Stahl, là, puis je le vois encore qui fait le bacon dans le coin. C'était une des deux. Bref, vous allez avoir du fun. François Gagnon s'en vient. Je sais qu'il vient de me texter. Si vous allez voir les gens à la télé, c'est ça un podcast. Ça fait pas très télé, mais ça fait très podcast. Il vient de me texter pour savoir où il se connecte, François. Fait que si jamais, Valérie, tu veux lui répondre. Donc, François s'en vient dans quelques instants. On va venir une jasée de Batman, d'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Ça recommence-tu, ça recommence pas? Ben oui, on va faire encore le tour là-dessus. Puis on va s'amuser, certains, avec Marc-André Bergeron. Il y a eu plusieurs nouvelles dans l'actualité sportive. Gary Bettman qui sort public puis qui dit nous, on ne tente pas de réouvrir le contrat de travail. Donc, on joue sur les mots présentement. Les joueurs disent, eux, ils veulent juste honorer le contrat de travail. Mais je pense que la citation qui a fait le plus le tour, Yann, c'est quand il dit les joueurs nous sont beaucoup plus redevables que quiconque dans la Ligue nationale de hockey. C'est surtout ça la citation, je pense, qui va faire beaucoup
coulé d'encre. Ouais. C'était pas évident. Là. Honnêtement, il aurait pu se garder une petite gêne, Gary Bettman, là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le rds.ca. Il y a François Gagnon qui a écrit un texte ce matin qui a été mis en ligne au cours des dernières minutes et qui parle de tout ça et qui dit qu'on est habitué à la langue de bois, mais là, présentement, Donald Fehr et Gary Bettman, c'est plus la langue d'avocat qu'on discute ouvertement. Tu sais, moi, là, comme partisan, comme amateur, là, quand je vois ça, je lis des commentaires comme ça, puis je vois tout ce qui en découle, je vais t'avouer, là, ça m'inquiète un petit peu. Tu sais, ça me fait penser un petit peu au baseball la saison dernière. Tu sais, c'était long avant qu'on se mette en marche. Puis là, il y a eu de la bisbille, de la chicane entre Rod Manfred et l'Association des joueurs au baseball majeur. Puis ça retardait un peu. Puis, tu sais, ça n'a pas fait un bon climat. Là, je trouve que ça ressemble à ça, malheureusement. Puis il me semble que c'est pas ça qu'on veut. Il me semble que du côté de la Ligue nationale, on aurait avantage à s'entendre avec les joueurs le plus rapidement possible puis pouvoir planifier un retour. Bref, on va en discuter avec François Gagnon dès qu'il sera avec nous. Mais je vous le dis, là, prenez 5 minutes, allez lire le texte à François. C'est très intéressant. Il résume très bien la situation parce que Bettman a fait ces commentaires-là dans le Sports Business Journal et François, évidemment, est revenu là-dessus. Donc, allez voir ça. Puis d'ailleurs, on peut en parler avec lui parce qu'il est là, déjà prêt à nous jaser. Salut, François! Bonjour, messieurs. Hey, je sais que tu m'as appelé quelques fois. Malheureusement, je n'étais pas capable de prendre l'appel, mais une chance de texter Martin, ça a marché. On a fini par, par te donner la bonne connexion. C'est ça qui est le principal. François, on est rendu là. Je mettais la table, je ne sais pas si tu as entendu, là, je mettais la table un peu du sujet en parlant aux gens de ton article, d'aller lire ton article que j'ai lu ce matin. Tu veux revenir un peu là-dessus. Puis moi, je te disais, comme partisan, comme amateur, je regarde ça, même comme animateur là, d'une télé sportive, je regarde ça puis je me dis... Ouais, c'est peut-être pas des bonnes nouvelles. J'aime pas ça, entendre ça. J'aimerais mieux dire, on discute, on se rapproche, on va s'entendre, on va avoir une date pour vous autres bientôt, mais là, c'est pas ça pantoute, là. C'est pas ça pantoute, mais comme amateur, on regarde ça, puis on devrait pas non plus se laisser trop emporter par ces discours-là. Tu as fait une référence à la phrase où est-ce que je dis, il y a la langue de bois, puis il y a la langue des avocats. Et puis, que ce soit la langue de bois ou la langue des avocats, des fois, il faut pas trop chercher à comprendre non plus. Parce que c'est normal ce qui arrive là. Tu sais, il y a des propriétaires qui veulent pas avoir de saison. Gary Bettman affiche une ligne dure hier. Il va satisfaire un peu ces propriétaires-là. Mais Gary Bettman sait très bien où se situe le terrain d'ensemble potentiel, le terrain d'entente potentiel avec les joueurs. Alors, tu sais, il n'est pas fou, là. Et c'est le jeu des négociations. Le 1er janvier, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, puis je vous dis, oublions ça. Ouais. Pour moi, j'ai jamais cru à cette date-là parce qu'il n'y avait pas... À partir du moment où la Ligue allait redemander des choses aux joueurs au niveau salarial, il est sûr qu'il allait avoir besoin de négociations. Donc, le 1er juillet, pour moi, janvier, c'était utopique. Alors, le 15 devient presque utopique, là, tu sais, 15-20, mais... Tu sais, selon à qui on parle, parce que on fait tous nos appels à des personnes, à l'Association des joueurs, à des gens de la Ligue nationale en qui on a confiance. La date butoir, là, elle va se situer quelque part entre le 15 et le 20 décembre, selon, évidemment, à qui on parle. Il y en a qui disent « Hey, c'est déjà tard ». Il y en a d'autres qui disent « Hey, il y a un deal à aller chercher, là, et puis c'est normal ce qui arrive là. Panique pas, énerve-toi pas. Il va y avoir une saison. Ça va peut-être être 48 matchs, ça va peut-être être à la fin janvier seulement, mais il va y avoir une saison. Mais encore faut-il qu'on s'entende. » Tu as employé le mot « redevable », le mot que Bettman a utilisé hier. Et il est là. Tout le jeu du problème, il est là. C'est sur l'interprétation qu'on fait en jouant avec les mots. Quand Gary Bettman dit dans son entrevue hier, écoutez, là, d'une année à l'autre, les joueurs savent qu'on peut leur demander plus d'argent en fiducie, le escrow. Donc, on ne joue pas dans la convention collective. Il a raison. Mais il n'y a pas juste le escrow maintenant qui est mis sur la table. Il y a les salaires différés. Et pour revenir au jeu l'été passé, les joueurs avaient accepté de mettre une portion de 10 % en différé. Pour les prochaines années, dire aux propriétaires, regardez, là, vous manquez de liquidité, on est conscient de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir notre plein salaire. Alors si, à part l'escrow qui va nous être enlevé, on vous accorde un espèce de buffer, là, une portion de 10 % que vous nous paierez plus tard. Bon.
Ça a déjà été accepté. Mais si on passe du 10 à 15 à 20 de salaire différé, là, oui, on réouvre la convention collective parce que là, on efface ce qui a été écrit puis on dit on va le modifier un peu. Alors, tu sais, les joueurs ont raison de dire que Bettman veut rouvrir la convention. Bettman a raison de dire à certains égards, « Hey, moi, je touche pas à la convention, je fais juste l'interpréter. » Mais ça, là, tous ceux qui ont des conventions collectives qui nous écoutent, là, ils ont déjà vu un collègue de travail déposer un grief. Alors, un grief, c'est quoi? C'est l'interprétation de la convention collective. « Hey, boss, t'as pas le droit de faire ça. » Puis le boss dit « Ben oui, j'ai le droit de faire ça. » Alors, il y a des avocats qui se débattent devant un juge, puis le juge tranche, puis il dit « Ben finalement, Monsieur X, Madame Y, vous aviez pas le choix de faire ça. Je donne victoire au patron ou je donne la victoire au syndicat. » C'est exactement là où on en est. T'sais, alors, faut-tu s'inquiéter? C'est sûr, Yann, que j'aimerais mieux qu'on ait déjà établi un plan de retour, que les dates de camp d'entraînement soient déjà setées, qu'on ait un ou deux ou trois matchs. Mais tu sais, on n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de hockey, François, ça veut juste dire que ça va être plus dur. Vas-y. Là, l'escroc, c'est l'escroc. Mais le 20 ou le 10 qui était à « on va vous le payer plus tard », là, on demande d'augmenter ça, mettons, à un autre pourcentage, toujours en disant on va vous payer plus tard, mais on garantit qu'on va payer. Donc, les joueurs refusent de se faire remettre leur salaire à plus tard, alors que c'est 50-50 dans piastres, dans les revenus, dans les pertes. Puis en plus, on te garantit que tu vas avoir ton argent no matter what. Fait que c'est ça que je comprends. Là, on est juste en train de s'assister à quand est-ce qu'on va être payé, c'est ça, mais on garantit qu'il va être payé. Bien, on garantit qu'il va être payé, mais là, en ce moment, là, quand tu es le propriétaire, quand tu es le Bettman, si tu as des demandes comme celle-là à faire, tu y vas doucement. Sa stratégie d'hier, je comprends. Là, s'il veut satisfaire les patrons, les propriétaires les plus durs, puis qu'ils disent « Hey, moi, j'aime mieux pas de saison », je comprends qu'il fasse une sortie comme celle-là. Mais c'est pas sage, pour son image par rapport aux amateurs et par rapport aux joueurs. Mais là le problème... Parce qu'il est là, le problème, dans le fond. Là. Les joueurs à qui tu parles, là, que ce soit David quand tu l'as en entrevue, que ce soit n'importe quel joueur que tu amènes en entrevue, ces gars-là savent déjà qu'ils vont perdre de l'argent. Okay? La question, c'est de savoir combien je vais perdre puis pour combien de temps. Bon, moi, j'ai les cheveux gris. Là. Ma carrière, elle achève. Moi, j'aime mieux avoir mes billes tout de suite le plus possible, quitte à ce que, toi qui es plus jeune... Bien, tu vas écoper pendant 5, 6, 7 ans, dans 4, 5, 6 ans, parce que le plafond n'augmentera pas. Alors, moi, je tire sa poche pour que j'aille le plus gros pactole maintenant, parce que moi, l'avenir, là, il compte plus pour moi. J'ai mes cheveux gris, ma carrière achève. Je suis Joe Thornton, mettons. Mon argent est fait. Alors, c'est pas grave. Si je te paye que tout ton argent dans 4 ans, tu vas l'avoir? Tu vas l'avoir de façon différente, mais il y en a des joueurs qui veulent garder tout ça, qui vont avoir la ligne dure. Tu en as d'autres, et je fais référence ici à un gars comme Philippe Danault, qui lui regarde ça et il dit « Aïe, 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 mon autonomie complète s'en vient l'an prochain. Le plafond, c'est sûr qu'il ne monte pas. Puis là, ben, si ça va, il ne montera pas pour 2, 3, 5 ans, 10 ans selon les pertes. Alors, moi, je voudrais que les joueurs fassent des concessions. Tu comprends? Alors, il va y avoir 2 groupes de joueurs. Chaque équipe a 2 représentants syndicaux. Les équipes se parlent entre eux autres. Alors, prenons l'exemple du Canadien. On a Paul Byron puis Brendan Gallagher qui sont les représentants de l'équipe, à moins que ça ait changé. Puis là, ils parlent à la gang puis ils disent « Hey, les boys, il faudrait qu'on soit plus conciliants, sinon on va mettre en péril la sécurité financière de nos jeunes coéquipiers qui s'en viennent. » Bien, là, il y a des plus vieux qui vont dire « Hey, minute, là, avant de penser aux jeunes, je penserai à nous autres. » Et là, les débats vont être là-dessus. Alors, comment ça va se régler? Puis là, bien, je n'ai pas une boule de cristal, mais quand tu regardes tous les autres conflits qui sont déjà survenus, des conflits de travail, que ce soit dans le sport professionnel ou ailleurs, tu vas avoir 2 gangs de joueurs. Puis c'est la plus grosse gang qui va dire « Hey, écoute, à un moment donné, il faudra que ça se règle de cette manière-là. » Puis il y a des joueurs qui vont changer de camp. Là, en ce moment, c'est normal qu'il y ait plus de gars qui disent « solidarité ». Mais quand on va approcher de la date fatidique, puis que là, les menaces d'annulation de saison vont arriver, il y en a peut-être qui vont changer de vestiaire puis vont dire « Ouais, finalement, il faudrait qu'on s'entende. » Tu sais, souvenez-vous le conflit qui a annulé la saison au complet. Notre collègue Vincent D'Anfos était dans le comité de négociation. Puis à un moment donné, qu'est-ce que Vincent a dit à ses coéquipiers? Il a dit « Hey, les boys,
on donne 25 de notre salaire. Je pense que c'était 25 à la Ligue nationale en guise de bonne foi. Puis énervez-vous pas, là. On va le récupérer au fil des prochaines années. Vincent, il avait été brillant parce que le 25 qu'ils ont donné à la Ligue, ça a réglé le conflit. Le principe de plafond salarial a été instauré. Puis regarde, le plafond a augmenté tous les ans. Puis ceux qui ont donné 25 ont récupéré rapidement. Il a doublé. Alors là, en ce moment... Il a doublé le plafond. Alors, C'est ça. en ce moment... Les jeux de coulisses entre les joueurs, c'est ça qu'il faut qu'ils se fassent. Et si j'étais Bettman, je veux bien bomber le torse, puis avoir de l'air bien solide, puis satisfaire mes propriétaires, mais j'essaierais de jouer aussi très, très librement avec les joueurs. Puis c'est ce que je vous disais la semaine passée. Il faut que ça négocie chacun de leur bord pour que, quand les deux vont revenir, qu'ils ne soient pas comme ça, qu'ils disent « OK, as-tu convaincu ta gang de notre terrain d'entente? Moi, j'ai réussi à convaincre la mienne. Travaillons maintenant sur cet îlot de compromis-là qui va faire qu'on va réussir. » Parce qu'ils sont condamnés à réussir. Là. Ça va coûter bien trop cher aux propriétaires et aux joueurs si la saison est annulée. En tout cas, mais François... c'est le point de vue que j'ai. C'est mon point de vue, puis c'est le point de vue que j'ai obtenu de plein de gens des deux côtés. Et c'est pour ça que je continue à m'accrocher à l'espoir qu'il va y avoir un règlement. Il y a plein de gens qui réagissent, là, qui envoient des commentaires, puis ça résume un peu ma pensée, ce que je voulais t'amener. Mais semble, là, ils savaient, là, quand ils ont négocié tout ça, le Bettman, ils savaient qu'il y avait une problématique de deuxième vague qui s'en venait. Puis, Colin, on était au Québec, puis on le savait qu'on était pour être frappé par une deuxième vague. On s'attendait qu'elle était pour arriver plus vers octobre, mais elle est arrivée fin août, début septembre. Elle est arrivée plus vite. Mais ils savaient. Pourquoi ils n'ont pas réglé ça là, d'une shot, au complet, tu sais, quitte à prendre une semaine ou deux de plus, puis régler au complet. Me semble, opinion personnelle, là, c'est soit qu'ils voulaient régler bien vite pour être sûr de jouer au hockey et avoir des séries cet été, ou c'est un manque de vision. Parce qu'on le savait qu'il était pour avoir une deuxième vague. Première chose, il fallait régler assez vite parce qu'il fallait que le hockey recommence. NBC avait besoin de remplacer les Jeux olympiques. Donc, il fallait négocier vite. Mais deuxième chose, quand tu parles au syndicat des joueurs, à des agents, quand tu parles à certains directeurs généraux ou des propriétaires qui sont un petit peu plus volubiles, tu te fais dire, on pensait que c'était réglé. Et elle est là, la prétention. Vous l'avez vu, là, le gazouillis de Alan Walsh, qui est un agent qui est fort en gueule, qui dit ce qu'il a à dire, qui a toujours défendu ses joueurs avec, je te dirais des fois même avec force. Trop. Souvenez-vous, là, la photo pour Marc-André Fleury qui a été qui se fait poignarder par son coach parce qu'il choisit Robin Lehner. C'est ça, Alan Walsh. Mais c'est un gars intelligent, puis c'est un gars qui défend ses joueurs, puis c'est un gars qui était en guerre avec Gary Bettman. Alors, Walsh, il nous a sorti des choses dans ses gazouillis qui sont intéressantes. J'ai eu la chance d'avoir le document de travail là, sur lequel la Ligue et les joueurs se sont entendus sur le protocole de retour au travail. Il n'est pas censé n'avoir de lock-out. La Ligue a dit, on ne vous mettra pas à lock-out à moins de facteurs exceptionnels. Mais là, Gary Bettman peut prétendre que la pandémie, parce qu'on pensait que c'était réglé, c'est exceptionnel. Là, les joueurs peuvent dire, hey, mon homme, quand on a négocié, on était en pandémie. Alors, tu le savais, exactement ton point de vue. Alors, tu vois, là, ça, c'est de l'interprétation des mots. Il y a des avocats qui sont payés pas mal plus cher que toi puis moi mis ensemble puis multipliés par 10, qui travaillent là-dessus, puis qui vont travailler là-dessus du côté de la Ligue et du côté des joueurs. C'est pour ça là, que je dis que là, on est dans le langage d'avocat en ce moment, puis à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un langage de règlement, c'est-à-dire qu'on se parle dans le blanc des yeux, qu'on se dise des gros mots, puis qu'on dise « Hey, on règle ça comment, là? » Parce que oui, il y en a un deal à aller chercher, parce que de toute manière, peu importe qu'est-ce que ça... ou si ça se règle devant les tribunaux ou entre Bettman et Donald Fehr, il y a des propriétaires qui vont perdre de l'argent, puis il y a des joueurs qui vont perdre de l'argent. C'est certain, ça. Il faut juste pas perdre la face devant les partisans, parce que si le monde se décroche du hockey, à Montréal, à Toronto, à Calgary, à Edmonton, oui, mais ça va revenir, ça. Mais la poussée de la Ligue dans les 5, 6, 10 dernières années, c'était aux États-Unis. La popularité du hockey a monté énormément.
Je parle pas des séries de l'été passé, là. C'est pas un sport estival, le hockey. Mais souvenez-vous de la finale entre Boston et Saint-Louis. Il avait battu des records de cote d'écoute, pas au Canada, mais aux États-Unis. Et c'est là-dessus que la Ligue nationale veut profiter parce qu'il y a un contrat à renégocier. Puis si la Ligue nationale en profite, les joueurs vont en profiter à 50 %. Alors, c'est pour ça que les auditeurs qui t'écrivent puis qui disent « Hey, arrêtez de jouer ces mots puis régler ça », ils ont raison. Puis il reste juste à voir de quelle manière ça va se régler. C'est tout. Ça a l'air bien simple. C'est pas si simple que ça, mais c'est comme ça. Non, ça ne l'est pas. Puis il y en a même un qui nous fait penser à quelque chose qu'on semble oublier. Premièrement, vous pouvez interagir avec nous, avec François, via la page officielle de On Jase sur le rds.ca ou sur Facebook de RDS, le Facebook de On Jase. Jérémy qui est bien content que Marc-André Bergeron sera avec nous un peu plus tard, qui trouve que c'est une bonne idée de l'avoir invité, entre autres pour parler du projet à Trois-Rivières. Donc oui, restez là. Puis en plus, comme je le disais tantôt, certainement le joueur du Canadien qui a connu une des saisons les plus rocambolesques de l'histoire du Canadien. Richard Lemay. Salut à tous. En direct pour moi aujourd'hui, c'est rare. J'écoute normalement l'émission en partie sur l'heure du midi à la télé et je l'écoute à nouveau en podcast plus tard pour entendre les segments que j'ai manqués pendant les pauses. Je sens que ça va être bon le show aujourd'hui. Martin, as-tu pris ta Snickers? C'était pas pareil quand tu l'as pas pris. Inquiétez-vous pas, je suis calme aujourd'hui. Ça va bien aller. Également, il y a Jean-Luc qui amène un bon point. Il dit c'est bien le fun que les joueurs et les propriétaires ne s'entendent pas. Là. Mais la dernière fois, j'ai regardé comment la Ligue peut annoncer un retour quand la Ville de Montréal n'autorise même pas les joueurs à s'entraîner. Ça, c'est un point que tout le monde a l'air d'oublier. Il y a de plus en plus de cas, puis il y a de plus en plus d'affaires qui ferment. Toronto, c'est fermé. Ouais. Montréal, c'est fermé. Tu as beau faire une division canadienne, mais si c'est fermé, Frank, on va jouer où? Même les patinoires extérieurs sont joués. On dirait que le Canadien va jouer dehors, ça ne marche pas. Tu vas jouer au Centre Bell, mais il n'y aura pas un chat dedans. Et ça, c'est s'ils obtiennent des... oui, ils vont laisser faire ça, la santé les autorisations de le faire. Écoute, et c'est Jean-Luc, tu disais, là, qui a envoyé ça. Et ça, c'est super intéressant parce que tantôt, quand on préparait l'émission, on se parlait, Yannick puis moi. Je ne sais pas à qui tu jasais, toi, mais tu ne voulais pas me jaser à moi. Alors, on se parlait, puis je disais, c'est bien beau tout ça, là. C'est bien beau tout ça, le discours syndicaliste et patronal et la convention collective. Mais la COVID, là-dedans, elle va faire quoi? Et c'est peut-être elle qui va avoir le dernier mot. Alors, j'ai hâte de voir parce que, regarde ce qui se passe dans la NFL, là. Les 49ers de San Francisco peuvent plus jouer au Levi's Stadium. Là. Les 2 prochains matchs vont être en Arizona parce que la santé publique a dit « Wow, vous avez beau avoir l'argent que vous voudrez, vous avez beau avoir le plus beau stade que vous voudrez. » Nous, de la santé publique, on dit « Il n'y en est pas question. » Alors, c'est un point très valide. Moi, je ne me penche pas sur la COVID en ce moment parce que je ne suis plus capable de l'endurer. Je regarde juste le côté syndical. Mais une fois que le côté syndical va être réglé, Jean-Luc a raison, le petit bébite, le petit microbe, ça pourrait être lui qui ait le dernier mot. Oui, mais écoute, les gens qui sont à télé vont aller au grand titre. Après ça, on va poursuivre, nous autres, parce qu'il y a d'autres interrogations à avoir là-dessus. Il y a Gaétan qui dit qu'il aime beaucoup écouter François réagir. Donc, salutations à Gaétan qui a des bons points également. Gaétan qui dit pourquoi les joueurs n'ont pas droit à l'argent des ventes des concessions, François, comme exemple Seattle. Et c'est certainement une des raisons pourquoi la Ligue veut différer l'argent. Ils vont recevoir 650 millions pour éponger leurs pertes de cette pandémie-là, qui vont leur tomber dans les mains, ce qui donne, je pense, j'avais calculé, je pense que c'est 38 millions par équipe. Pour, tu sais, mettons, ils disent aux joueurs, on va vous payer d'ici 1 an ou 2. Eux autres vont prendre l'argent de Seattle, puis ils vont distribuer ça aux joueurs qui, dans leur argent différé. Puis eux autres n'auront jamais perdu une scène. Et les joueurs se demandent pourquoi l'arrivée de la concession de Seattle ne fait pas partie des revenus de hockey. Bon. C'est quoi le prénom de notre intervenant? Gaétan. Retiens-les, c'est un de tes Gaétan. Gaétan, la raison pour laquelle les revenus d'expansion de Seattle ne feront pas partie des revenus globaux de la Ligue nationale, au même titre que quand Vegas est entré, c'est parce qu'en 2004-2005, quand il y a eu la saison annulée puis qu'on a négocié les paramètres du partage des revenus, on a établi une liste de ce qui était des revenus à partager et une liste des revenus qui n'étaient pas à partager. Donc, les revenus d'expansion sont exclus de ça. La raison pour laquelle on a travaillé très fort là-dessus, c'est parce que tu avais des équipes, puis je me souviens des Blackhawks de Chicago.
tu as les Blackhawks, les propriétaires des Blackhawks, la famille Wirtz, qui étaient comme une pieuvre. Tu avais les revenus au billet qui étaient d'une compagnie, qui était les Blackhawks, mettons. Tu avais les revenus des concessions qui étaient d'une autre compagnie, fils numéro 1, mettons. Puis tu avais les revenus de stationnement qui étaient fils numéro 2 ou fille numéro 3, peu importe. Alors, on avait des noms différents, ce qui permettait à des équipes de soustraire dans les revenus du club certains revenus qui étaient associés. Tiens, je te donne l'exemple chez le Canadien. Si vous allez vous stationner en dessous du centre Bell, c'est pas le Canadien de Montréal qui perçoit. C'est une compagnie privée qui est sous-traitante pour le Canadien, qui doit payer au Canadien une portion de ses revenus ou a le droit d'avoir ça et qui monte les prix en fonction de ce qui est produit. Alors, les deux parties, le syndicat des joueurs et la Ligue, se sont assis puis ont dit, bon, la bière qu'on vend dans les concessions, ça fait-tu partie de ça? Les chandails qu'on vend à l'effigie des joueurs, ça fait-tu partie de ça? Et là, les joueurs disent, hey, ça devrait faire partie. C'est mon nom que tu vends. C'est le logo sur la poitrine, c'est vrai, mais il y a mon nom en arrière. Donc, je contribue à la popularité des chandails. Alors, c'est tout ça, les revenus. Mais les concessions y ont échappé. Maintenant, Gaétan, parmi les pistes de règlement de cette année, est-ce que la Ligue nationale pourrait pas dire à l'Association des joueurs, « Hey, histoire de montrer notre bonne foi, on va injecter dans le règlement, mettons, 50 des revenus qu'on va recevoir par le Kraken, ça pourrait être fait, ça aussi. » Tu sais, quand tu veux régler un conflit, il faut que tu fasses des compromis. Mais les compromis ne peuvent pas venir juste d'un bord. Il faut qu'ils viennent des deux bords. Alors, c'est là où j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver là-dedans. Mais je répète, les discussions que j'ai avec des agents importants autour de la Ligue reviennent toujours à la même conclusion. Ça va faire mal. Il faut que ça fasse mal à tout le monde, mais il y a un deal à aller chercher. OK. François, on y va avec une autre question du public, mais juste avant, il y a un commentaire sur Facebook. Il y a Sébastien Tardif qui écrit « Hey, François, prendre la place à Donald Fear, ça te tente pas? » Puis après, je vais te poser l'autre question. Écoute, tu serais riche, je serais peut-être riche, mais je vivrais, par exemple, avec le souvenir noir d'avoir contribué au fait que les Expos ont perdu la Série mondiale ou la chance de se rendre à la Série mondiale leur meilleure année à cause du conflit. Ça, je voudrais pas vivre avec ça. Mais cela dit, j'ai eu le plaisir de côtoyer Donald Fear dans un déjeuner causerie sportif ici et j'avais procédé à une interview avec lui devant le monde qui était là. Puis j'avais posé des questions sur les négociations. Puis je disais, tu sais, comment est-ce qu'un petit gars là, du Midwest américain comprend le hockey, puis tout ça? Puis il disait, c'est pas le hockey que je comprends, c'est les partages des revenus, c'est l'interprétation des conventions collectives. Tu sais, c'est un brillant. On peut l'haïr, on peut l'adorer, mais ça demeure un brillant, au même titre que Bettman. Ce sont des gars qui sont là parce qu'ils ont les connaissances, le talent, les compétences nécessaires pour être là. Puis moi, TQ Gagnon, malgré mon expérience, j'ai pas d'affaires là. Alors, je vais les laisser se dépêtrer avec ça. OK. Gabriel Chat-Duval te pose une question, puis je te la transmets. Selon toi, François, la date la plus probable de retour au jeu dans la Ligue nationale est combien de matchs? Écoute, pour l'instant, moi, je reste à mon scénario autour du 20 janvier et un calendrier de 48 matchs. Puis non, c'est pas du Jojo Savard, Martin. C'est parce que je regarde ce qui s'est passé avant. Tu sais, la devise du Québec, je me souviens, des fois, il faut aller dans l'histoire pour comprendre ce qui va nous arriver. Et dans le dernier conflit de travail que la Ligue a essuyé, la saison du Canadien avait recommencé un 19 janvier. C'était contre les Maple Leafs de Toronto. Et le calendrier de 48 matchs s'était terminé contre les Maple Leafs de Toronto. On sait déjà qu'on va avoir une division canadienne. Alors, ça se pourrait très bien que ça commence contre Toronto. Et moi, je crois vraiment qu'un calendrier de 48 matchs commençant autour du 15 au 20 janvier demeure le scénario le plus probable. Ça peut retarder 4-5 jours, mais il ne faudrait pas que ça retarde trop longtemps au début février. OK. On invite les gens à aller lire ton texte sur le rds.ca. On parle beaucoup de
de COVID. On a réussi à parler avec David. Ils sont testés tous les jours qu'ils rentrent au centre d'entraînement. Donc, à tous les jours, ils ont un nouveau test qui est négatif. Donc, c'est hyper contrôlé. C'est quelque chose qui nous montre que c'est comme ça que ça serait dans un retour de la Ligue nationale de hockey. Mais visiblement, la Ligue nationale de hockey n'a pas l'air de comprendre qu'ils passent à côté avec la NBA qui va être active. On commence déjà à avoir des nouvelles de la NBA. C'est important, ça, ces choses-là. Bref, on va ramener les gens de la télévision avec nous. Je vais te laisser répondre à ça, François. Tu sais, je disais pendant la pause, François, la NBA, là, juste parce que Toronto est arrivé à Tampa Bay, on a vu des images, on a eu l'entraîneur des Raptors qui est en entrevue, on parle de la NBA. La NFL, oui, COVID, il y en a à côté, puis ça a l'air fou d'avoir mis un match 6 jours plus tard qu'il était prévu. Mais sais-tu quoi? Moi, mercredi, 3h30, 15h30, j'étais assis dans mon divan pour regarder les Steelers B battent les Ravens, l'équipe D. Ouais. Ça leur donne la visibilité, ça leur donne des codes d'écoute, ça leur donne quelque chose que la Ligue nationale de hockey ne peut pas se permettre de passer à côté. C'est zéro business. Puis quand on dit la COVID, c'est leur ennemi, je ne suis pas certain que je suis d'accord. J'ai l'impression qu'ils sont eux-mêmes leur propre ennemi, bien plus que la COVID. Bien, c'est parce qu'on ne sait pas où la COVID va être après Noël. Là. Regarde les conséquences de la Thanksgiving puis des célébrations américaines. On va les avoir dans les résultats d'ici 2 à 3 semaines. Même chose pour ici au Canada. On veut fêter Noël. Je pense pas que ça va arriver, mais on l'espère. Puis les conséquences de ça vont arriver le 15-20 janvier. Là. Alors, il faut être prudent avec la COVID. Mais c'est ultra important d'y penser. Là. Sauf que je suis d'accord avec toi, puis c'est le cheval de bataille de Bettman et des joueurs. Les joueurs disent à Bettman « Hey, tu peux pas annuler la saison, ça va faire mal, ça va faire trop mal à tout le monde. » Bettman peut regarder les joueurs et dire « Hey, les gars, on peut pas annuler la saison. Le plafond qui va stagner pour les 3 prochaines années, il va stagner pour les 5, 6, 7 prochaines années si on annule la saison. » Alors, tu vois, c'est tout ça, c'est pour toutes ces raisons-là que je dis « Paniquons pas tout de suite. C'est normal ce qui se passe. C'est normal qu'il y ait une guerre des mots. C'est normal qu'on fasse des menaces. Puis à un moment donné, on va s'asseoir pour vrai. Puis c'est là qu'il faudra retenir notre souffle pour voir si la fumée blanche va finir par sortir. C'est ce que j'espère. Mais pour revenir à la COVID, il faut la gérer aussi, cette COVID-là. Tu as parlé du match des Steelers en passant. Ça n'a pas été fameux. Comme victoire, là, c'est sûr qu'ils sont toujours invaincus, là, mais les Steelers sont invaincus, mais ils ne m'ont pas convaincu hier contre les Ravens. Là, ça va prendre plus que ça pour qu'on se dise on a peut-être des chances contre Kansas City, mais ça, c'est une autre affaire. Mais la gestion de la COVID, hey, veux-tu me dire, toi, Martin Lemay, pourquoi c'est faire que les Ravens ont obtenu 2, pas juste 2 reports de match? Le match de la semaine dernière a été d'abord reporté à mardi soir, puis reporté à mercredi, alors que les Broncos, eux autres, ont été obligés de jouer avec pas de corps arrière, parce que pas 1, pas 2, pas 3, mais leurs 4 corps arrière étaient infectés. Hey! Une ligue aussi sérieuse que la NFL, là, tu ne dois pas avoir des politiques de 2 poids, 2 mesures. Tu dois imposer les mêmes sanctions à tout le monde. Tu joues où le match est annulé purement et simplement, puis tu perds tes 2 points. Alors, la Ligue, elle regarde ça, puis elle dit... Je prends ton point de vue. Je peux pas laisser la place à la NFL, je peux pas laisser la place à la NBA. Hey, on verra ce que ça va donner de leur bord aussi, là. On peut pas reprocher à la NBA et à la NFL de vouloir prendre la place, mais comment ça va se gérer, comment ça va se vivre? Tu sais, au baseball majeur, ça n'a pas toujours été drôle. Tu me diras, la Série mondiale a été gagnée. C'est bien beau, tout ça, mais... ça n'a pas été un franc succès non plus. Alors, moi, j'ai plus peur de la COVID que j'ai peur du conflit entre Donald Fear et Gary Bettman en ce moment. Puis, rapidement, j'ajouterai là-dessus. Après ça, je m'excuse. Je veux juste... Excuse-moi, Yann. Je veux juste répondre pour le football 2 poids, 2 mesures parce que, tu sais, si vous pensez que j'ai pris ma Snickers, watch-moi bien aller. Il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. Les Broncos ont été testés. Le carrière a été testé vendredi. Et ils ont été trop innocents de les mettre dans des salles différentes. Ils ont mis toutes dans la même salle. Alors, on n'était pas capable de déterminer sans les mettre... Il ne faut pas s'en monter de là, on vient de le perdre. Des Broncos. Pour vrai, arrête donc, je suis là, je vous entends, m'entendez-vous? Ah, tu viens de revenir, vas-y, on t'a perdu pendant quelques secondes, mais j'ai compris ton point de vue. Fait que ça, c'était l'erreur de vivre avec.
Mais l'affaire des Ravens, si on attendait que ça qu'il n'y ait pas de pandémie et le match aurait eu lieu, c'est juste ça prenait une journée avec des tests négatifs pour que le match puisse avoir lieu. Fait que ça n'a pas été, by the way, reporté 2 fois, c'est 3 fois. C'est de jeudi à dimanche, de dimanche à mardi, puis de mardi à mercredi. Fait que ça, pour te dire, c'est deux. Puis encore là, c'est 2 cas différents, mais je sais que ça peut avoir l'air de pareil, puis c'est 2 poids, 2 mesures, mais je comprends aussi. Là, la NFL marche beaucoup avec si vous faites annuler un match, vous n'êtes pas payé, vous êtes responsable. Il y a bien des affaires. Puis c'est pour ça que les Steelers voulaient jouer ce match-là. Non, je suis d'accord là-dessus, mais il en demeure pas moins que dans la gestion, tu peux pas avoir des fluctuations comme celle-là. Et la preuve est faite que c'est pas Roger Goodell qui a dit aux 49ers, vous en allez jouer en Arizona. C'est la santé publique du comté de Santa Clara. Là, hein? Santa Claus, ça, c'est le Père Noël. Exact. Santa Clara, c'est la place où est-ce qu'il vit. T'es dans l'esprit des fêtes, mon Frank! C'est correct, ça. Mais c'est pour ça que je te disais tantôt, moi, j'ai plus peur de la petite bébite, du petit microbe, même si le vaccin s'en vient, que j'ai peur du conflit qui oppose la Ligue nationale à ses joueurs, parce que pour le moment, c'est juste de l'interprétation. Et quand il y a de l'interprétation, je suis convaincu qu'il y aura moyen de s'entendre. Je ne peux pas imaginer que la Ligue ne jouerait pas à cause d'une guerre de chiffres et une guerre d'interprétation. Je peux imaginer, par exemple, qu'à un moment donné, la santé publique au Canada dise « C'est bien beau, votre division canadienne, mais on est rendu à 3 000 cas par jour, chiffre fictif. Au Québec, on est rendu à 4 000 cas par jour en Ontario. Puis en Alberta, où il y a la moitié de la population du Québec, on a autant de cas qu'au Québec. Alors, les Oilers puis les Flames, là, oubliez ça. Moi, j'ai peur que ça nous arrive après les fêtes. Déjà qu'on n'aura pas eu un Noël extraordinaire, quoi qu'on peut le fêter extraordinairement en petite bulle, puis avec les gens avec qui on vit, mais la tradition ne sera peut-être pas respectée. Tout à fait. Puis, tu sais, pour terminer avec la NFL, j'ajouterais juste ceci. Tu sais, quand il arrive des situations comme on vit présentement en saison régulière, c'est tel que tel. Mais imaginez, mais qu'on arrive en série où c'est un match qui décide de ton sort, puis que là, une équipe se trouve accablée par 2, 3, 4, 5 cas de COVID, peu importe. Tu sais, ça sera pas génial, là, mais là, tu n'auras pas le choix de jouer le match parce que tu ne pourras pas repousser de jour en jour. Là. C'est sûr que tu le joues pas, mais tu ne vas pas repousser d'une journée ou deux, mais tu ne pourras pas repousser comme on a fait là, dans le cas des Ravens. En tout cas, on va avoir le temps de s'en reparler de la NFL, entre autres, François. Mais on a déjà terminé pour aujourd'hui. Je veux te dire un gros merci pour ta participation. Puis je sais qu'on te retrouve la semaine prochaine. Lundi, tu me remplaces, entre autres, avec Martin. C'est toujours un plaisir, Frank. Toujours un plaisir aussi. Salut, bonne fin de journée. Salut. Bye, François. Salut. Marc-André Bergeron va se joindre à nous dans les prochaines minutes. Simplement, peut-être prendre le temps de saluer des gens et j'y vais rapidement. Des gens qui nous ont écrit sur la page Facebook. La Steve Elward qui nous a écrit. Jeannot Chandonnet, Guillaume Lemieux, Éric Labelle. Il y a Gabriel Vertefeuille également qui s'inquiète lui aussi là, pour le retour au jeu dans la Ligue nationale de hockey. Donc, je voulais simplement le mentionner. Je n'ai pas eu le temps de prendre des questions avec François. Tu en as sûrement du côté d'RDS.ca avant de poursuivre avec Marc-André. Oui, des salutations à Steven Boucher, Charles Bélanger. C'est Éric qui me taquine avec ma Snickers. Salutations également à Jonathan Audet, Patrick Beaulac, un régulier également qui est toujours là. Donc, oui, les gens sont là. Je pense qu'ils ont hâte également de jaser avec Marc-André Bergeron. Oui, beaucoup de commentaires là-dessus également. J'en ai lu plusieurs. Ça excite les gens. T'sais, on parle d'un retour au jeu dans la Ligue nationale, mais dans East Coast League également, ça va être un peu plus compliqué. Là, c'est pas pour cette année à Trois-Rivières, ça s'en vient pour l'autre saison. Mais on va en discuter avec notre ami Marc-André Bergeron, qui est déjà là, qui est déjà prêt à répondre à nos questions. Salut Marc-André! Hey, salut les boys! En forme? Comment ça va? Très top shape. Puis je vais vous dire, franchement, François Gagnon, là, une encyclopédie du sport. Je ne m'astinerai pas avec vous sur le football, je peux vous garantir ça. Vous connaissez votre affaire, les boys. C'est gentil, mais merci Marc-André. Commençons en riant. Là. Qui a la bonne idée de partir un club de hockey East Coast League à Trois-Rivières alors qu'on est en pandémie et que tout est fermé? Quand même, c'est une bonne question. Monsieur McDonald, je vais vous dire, c'est un homme d'affaires qui est confiant. Puis, à un moment donné, ça va finir, là, cette pandémie-là. Puis, on est en préparation de ça.
connaît pas l'avenir plus que personne d'autre, là, mais souhaitons-nous-les et souhaitons-le à tout le monde qu'on finisse par passer au travers. Marc-André, juste pour situer les gens un petit peu là, dans le temps, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu en arrière. T'sais, là, moi, je le sais parce que, bon, on se connaît, puis c'est pas loin de mon coin également. À Trois-Rivières, il y a un super projet qui est arrivé, c'est de construire un nouveau Colisée. Puis il est à temps parce que le désuet Colisée de Trois-Rivières, je pense, commençait à avoir fait son temps un petit peu. Donc là, il y a un nouvel amphithéâtre. Là, l'idée d'amener une équipe de la East Coast, à un moment donné, on entendait parler beaucoup de la Ligue junior majeure du Québec. Finalement, je pense que ça ne fonctionnait pas avec Shawinigan, l'entente et tout ça. Là, l'idée d'amener une équipe de la Ligue de la Côte Est a pris naissance. Tu t'impliques dans le projet. Moi, honnêtement, comme amateur de hockey, je suis super content, j'ai hâte, puis je vois les commentaires des gens. Je pense qu'il va y avoir pas mal de curieux, surtout au départ, pour aller voir le calibre et tout ça. Mais ça reste que géographiquement, c'est un petit peu compliqué. J'aimerais t'entendre là-dessus un peu. Là, vous allez avoir une équipe, pas pour la saison qui s'en vient, là, mais pour la prochaine. Mais comment ça va fonctionner? Vous allez jouer contre qui? Dans quelle division? Ça fonctionne comment dans la East Coast ça, pour les matchs? La première partie de la question par rapport à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, au début, quand j'ai quitté, dans le fond, les Aigles de Trois-Rivières, j'avais le poste de président avec eux. J'ai été engagé par la Ville de Trois-Rivières pour faire du démarchage, pour voir, dans le fond, les possibilités d'équipes, de propriétaires, de gens qui étaient intéressés à venir s'établir dans le Colisée. Et puis, évidemment, on a parlé de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on a parlé avec la ECHL, on a parlé avec un paquet de gens, dans le fond, dont la Ligue universitaire aussi. Et puis, pour finalement en conclure que la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont 18 équipes, il n'y en a pas qui veulent déménager, puis ils n'ont pas à vendre. Fait que donc, ça s'est éliminé par eux autres mêmes. Et puis, finalement, M. McDonald, après une visite au Colisée à Trois-Rivières, a adoré le Colisée. Et puis, lui, dans le fond, c'est le propriétaire également des Growlers à St. John's. Fait que pour lui, ça faisait du sens de rajouter une équipe dans la division Nord-Est pour faciliter le transport et puis pour se mettre des équipes plus près, dans le fond, pour majoritairement pour la raison du transport. Là. Donc, c'est un petit peu comme ça que le projet a pris vie. Et puis, c'est sûr que c'est rare qu'un projet vient tout seul. Hein, à Trois-Rivières, un Colisée de 60 millions qui est en train de se finaliser. C'est sûr que ça donne de l'intérêt à des gens de venir l'habiter. C'est clair. Comment ça fonctionne, une équipe de la East Coast? Est-ce que c'est comme la Ligue américaine? Les revenus, c'est vous autres mêmes qui gérez vos revenus avec vos billetteries, vos concessions. Vous appartenez, vous êtes indépendant. Tu reçois des... Comment ça fonctionne? Peux-tu nous l'expliquer? Côté affaires, ça va... Le bail, on vient tout juste de terminer d'ailleurs le bail avec la Ville de Trois-Rivières. On va avoir le droit de vendre les commandites. On va avoir le droit d'opérer la billetterie. C'est nous qui également va avoir la restauration. Donc, les revenus, on va créer beaucoup de revenus pour notre organisation, mais on va, dans les prochaines semaines, officialiser une entente avec la Ligue nationale, avec une équipe de la Ligue nationale, qui va également nous aider là, à être plus solide et puis de collaborer à leur façon. Mais c'est un gros projet, on s'entend. C'est beaucoup de travail. Je pense qu'on va avoir une sorte d'éducation à faire aux futurs partisans de l'équipe à Trois-Rivières parce que en passant, je fais une bémol, puis j'ai pas l'intention de partir un débat avec ça, mais on ne dit plus la East Coast dorénavant, c'est la ECHL, quoi qu'en français, ça se dit pas très bien. En anglais, ça se dit bien la ECHL, là, mais en français, la ECHL, c'est pas le nom le plus facile à dire. Mais une petite précision, mais écoutez, fait que c'est un super de beau projet qui s'en vient, mais je pense que les gens vont devoir comprendre que la ECHL, c'est pas la ECHL qui existait il y a 15 ans et puis que ça ressemblait à Slapshot. Là. Je pense que c'est rendu un niveau qui est affilié. Oh, vous allez entendre mon chien, excusez-moi. C'est un niveau qui est rendu affilié avec la Ligue nationale. D'après moi, t'as de la visite, là. Bon, ouais, c'est la femme qui arrive. Non, mais c'est correct. Hey, je te pose deux questions, deux rapides. La première,
Tu parlais d'une affiliation avec une équipe de la Ligue nationale. 1, est-ce que c'est le Canadien? 2, j'espère que oui. Ils sont à côté. Ça serait comme logique. Puis, mon autre question, le fait d'avoir au Québec une ligue, il appelle ça le senior, là, mais c'est plus semi-professionnel, la Ligue nord-américaine que tu connais aussi, là, parce que j'ai eu une équipe à Trois-Rivières et tout ça. Il y a des joueurs là-dedans qui arrivent d'Europe. Il y a des joueurs qui arrivent de plus en plus jeunes. Je pense, entre autres, l'an passé, il y avait Samuel Laberge qui venait de quitter la Ligue américaine. Il est venu jouer à Sorel-Tracy un peu. Là, je pense qu'il vient de signer en Europe. Mais c'est le genre de gars qui aurait pu jouer aussi avec vous autres. Est-ce que ça va aussi vous aider à créer un bassin de joueurs disponible rapidement? Si, exemple, tu as des blessures, tu as un surplus de blessures, tu as besoin d'un ou deux gars, le fait d'avoir 6 équipes au Québec, semi-pro, avec des gars relativement plus jeunes, ça peut vous aider pour votre bassin de joueurs également? Première question, je vais répondre rapidement. Malheureusement, je ne suis pas en position aujourd'hui, messieurs et vos partisans, de vous préciser qui sera notre équipe affiliée dans la Ligue nationale. Et puis pour ce qui est du deuxième point, c'est dans les prochains... c'est sur ma liste de choses à faire. Je veux vraiment développer une belle relation avec les gens du senior, autant la Ligue nord-américaine que la Ligue un petit peu plus régionale ici 3A. en Mauricie. Ouais. 3A avec Bécancour, Louisville, le Cap-de-la-Madeleine, etc. Je pense que c'est un niveau qui va vraiment être en support à nous. Et puis, assurément qu'il y a des joueurs qui sont dans cette catégorie-là présentement qui pourraient nous rendre de fiers services. Et puis, j'ai hâte de vivre nous, là, on va être là pour donner souvent une deuxième vie, peut-être, ou un espoir à certains joueurs qui ne l'auraient peut-être pas eu. Ben oui. Et puis, je pense que relativement rapidement, là, on va se retrouver avec des genres d'histoires, de contes de fées, puis les gens vont se mettre à y croire de plus en plus parce que je peux pas... J'ai eu des discussions dans le dernier jour avec des gens qui connaissent très bien le hockey, puis qui sont... puis, tu sais, j'ai été un petit peu embêté de savoir... mettons, la Ligue nationale versus la Ligue américaine, la majorité du monde connaît la différence en termes de performance. Mais tu sais, entre, mettons, la Ligue universitaire puis la ECHL, entre la Ligue nord-américaine de hockey, la ECHL, entre la DEL en Allemagne et la ECHL, tu sais, c'est où que ça se situe, toutes ces ligues-là, pour pouvoir avoir une genre de tête et être capable d'espérer que certains Québécois viennent nous donner un coup de main. J'ai eu une discussion très intéressante par rapport à ça. Puis je crois que les gars qui sont en Mauricie, on a un bassin, nous, là, au Québec, de joueurs phénoménal comparativement à bien d'autres équipes. Là. La journée que notre équipe affiliée de la Ligue nationale va avoir 2-3 blessés un mardi soir, puis qu'ils rappellent des joueurs de leur équipe de la Ligue américaine, mais nous, on va perdre 2-3 joueurs, 4 joueurs, nous aussi. Là, mais si nous étions les Maniacs du Maine, bien, probablement qu'on aurait beaucoup de misère à remplir notre alignement. Mais nous, pour le match de jeudi, on va avoir un bassin de joueurs compétent et prêt à venir nous donner un coup de main. Puis à partir de là, moi, je pense que c'est un lien naturel. Okay. Ben oui, c'est un lien naturel avec Marc-André, la Ligue tu peux pas nous dire... sûr. Tu peux pas nous dire l'équipe de la Ligue nationale avec laquelle vous allez affilier, mais c'est quoi les couleurs de cette équipe-là? À du blanc. Du blanc. Du blanc, OK. Alexandre Montembeault. Alexandre Montembeault, il dit « Merci, Marc-André, ton chien vient de faire japper les miens. » Donc, tu vois, il y en a même qui aimeraient savoir c'est quoi ton chien. Il y en a même qui aimeraient savoir c'est quoi ton chien, c'est quoi la sorte de ton chien. J'arrive d'aller la chercher chez le vétérinaire, puis c'est un petit caniche là, jouet, là, un petit caniche jouet tout petit. Puis à côté, il y avait un géant. Il y avait un géant, mais pareil quand même, mais géant à côté. Puis je me suis dit, quand elle la regardait, d'après moi, elle devait se voir dans le miroir, parce que comme vous avez pu voir, elle a du caractère en masse. Ah ouais, hein, ils se voient tous plus gros qu'ils sont en réalité. OK. On a-tu une idée comment va s'appeler l'équipe? On y travaille. J'ai assurément... il ne faut pas oublier que j'ai la chance de travailler avec Mark Waitman, qui fait partie de l'organisation, qui est notre président à Trois-Rivières, nous apporte beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. C'est avec lui qu'on a travaillé le bail, d'ailleurs. 8 mois de négociations avec la Ville de Trois-Rivières pour finaliser le bail cette semaine. Puis Mark, c'est son bébé. Là. Mettons que j'ai été comme deuxième violon dans ce projet-là, mais c'est toute l'expérience que j'ai emmagasinée et puis d'y aller de l'avant avec tout ça. Mais Mark a des idées. J'ai personnellement des idées.
On va faire un concours, par contre, dans les prochaines semaines. Devrait sortir la semaine prochaine un concours, demander aux gens de partout de nous suggérer des noms. C'est sûr qu'on va avoir de quoi qui va représenter Trois-Rivières, qui est idéalement historique. Les draveurs? Pouvez-vous ramener les draveurs, Marc-André? Ben, je pense pas les draveurs. Les draveurs, c'est très associé à la Ligue de hockey junior majeur. On pourrait, hein? Ouais. Les gens ont tendance à penser un peu comme les Nordiques à Québec. Les Nordiques appartiennent... Non, ça l'appartient. Je veux dire, ça pourrait être les Nordiques. Comme nous, on pourrait être les draveurs. Mais je crois pas que c'est notre intention. OK. Mais faut pas que tu attendes l'affiliation de la Ligue nationale de hockey, exemple, pour prendre leur couleur? Bon, pas nécessairement. Si on se fie, mettons, aux Growlers à St. John's, là, ils sont affiliés avec les Maple Leafs de Toronto. Et puis, ils sont noirs, gold et blanc. Fait que, je veux dire, okay. Oui. En même temps, tu peux avoir le logo de cette équipe-là sur ton épaule, par exemple, mais sans nécessairement avoir les couleurs. C'est sûr que d'avoir les couleurs, il y a probablement un avantage au niveau de l'équipement. Là, c'est... peut-être qu'on peut avoir une économie d'échelle sur les achats d'équipements, étant donné que, au lieu d'acheter pour 2 équipes, tu en achètes pour 3. Et puis, quand les joueurs passent d'un niveau à l'autre, ils sont pas obligés de changer d'équipement. Fait que, donc, c'est sûr qu'il y a un avantage, mais je suis pas sûr que... Garder ses gants. Ouais, c'est ça. Exact. Mais je suis pas sûr que c'est nécessairement ce qu'on veut faire. Marc-André, j'en ai une vite, là, puis je laisse Martin après ça enchaîner juste une vite. Ton break-even au niveau des assistances et tout ça, je sais que vous allez avoir beaucoup de revenus puis de publicité, mais c'est quoi votre idée? Là? Avez-vous un plan de dire, regarde, moi, il faut que je joue devant minimum 2500 ou 2000 ou 3000 ou 4000, peu importe, je sais pas. Puis la capacité du nouveau Colisée, c'est quoi également au niveau des sièges? C'est 4300. Il y a environ 4200 bancs. Et puis environ 200 places là, dans les loges, plus peut-être dans le fond 4500 environ là, bien remplis. Et puis pour ce qui est du nombre, le break-even, si on le considère associé au nombre de gens dans le building en moyenne, c'est difficile à faire ça parce que en bout de ligne, ça va dépendre le nom du bâtiment, à quel prix qu'on va le vendre, ça va dépendre du nombre de commandites, ça dépend d'un paquet d'affaires. Non, mais j'arrête juste de te dire, votre objectif pour l'an 1, 2, 3, mettons, c'est d'avoir une moyenne de combien de spectateurs? Je pense que ça, c'est plus logique. 4500 qui est le bien plein. On va espérer qu'on soit en haut de 3000 régulièrement. Parfait. Puis, tu sais, le remplir plus souvent qu'autrement aussi. Je veux dire, c'est pas un problème de remplir l'aréna. Plus souvent qu'autrement le remplir, mais je pense qu'il faut pas commencer avec des attentes trop basses puis ni trop hautes, là, mais on espère que la curiosité du nouveau Colisée et d'un nouveau produit et d'une association avec une équipe de la Ligue nationale va créer une curiosité que les gens vont voir se déplacer. C'est sûr. C'est clair. Puis c'est le fun d'avoir des nouveaux amphithéâtres à Shawi, à Trois-Rivières également, donc c'est bon pour le hockey. Je trouve que c'est une bonne affaire. Hey, Marc-André, tantôt, je disais, j'avais hâte de jaser parce que je sais pas si tu vas être d'accord, mais selon moi, le joueur du Canadien qui a eu une saison la plus rocambolesque à Montréal, c'est Marc-André Bergeron. Parce que tu n'as pas commencé la saison avec l'équipe, parce que tu n'avais pas de contrat, parce que tu es arrivé à Hamilton, parce que plein de choses. Fait que je veux te poser un paquet de questions sur cette année-là qui était complètement débile. Il nous reste 30 secondes pour les gens de la télé qui vont nous quitter. Puis là, eux vont nous quitter, mais nous autres, on va continuer sur le web. Venez écouter ça parce que la saison avait commencé du Canadien en 2009-2010 avec André Markov qui se blesse et un Marc-André Bergeron qui était chez eux puis qui regarde ça puis qui fait il me semble que je pourrais aider cette équipe-là, moi. Fait que dans 5 secondes, vous allez pouvoir voir les réponses de Marc-André Bergeron. Les gens à la télé, merci beaucoup d'avoir été là. Puis merci. À demain. Premièrement, tu en as déjà parlé de cette histoire-là, mais ça fait 10 ans, là, fait qu'on veut jaser. Marc-André, quand tu n'as pas eu de contrat, puis que là, tu vois Markov qui est à terre, le Canadien, quand il t'approche puis qu'il t'appelle, ils te disent quoi? Ça te tente-tu? Toi, tu fais 1+1, Markov est à terre puis il m'appelle. Y a-tu des promesses qui se font? Comment ça se passe? Ben à ce moment-là, je relevais d'une blessure. J'avais été opéré au bas du dos avec, à la fin de la saison avec le Wild du Minnesota. Puis j'étais en rehab, dans le fond, à la maison. Puis c'est mon agent, Paul Corbeil, qui a vu la blessure de Markov, qui a communiqué avec Julien Brisebois. Et puis c'est à partir de là, dans le fond, que l'entente s'est faite. Mais je pense que on s'entend que 5 minutes après que Paul ait parlé avec Julien,
le téléphone sonnait à la maison de Paul Corbeil pour me dire « Marc-André, je viens de parler à Julien, je pense qu'il y a peut-être un intérêt. Ça te tente, tu t'en allais à Montréal. » Fait que j'ai fait bien évidemment oui. Puis c'est quand que ça commence. Quand tu as mis ton chandail du Canadien pour la première fois, là, puis tu es arrivé sur la glace au Centre Bell, là, le petit gars de la Mauricie, là, il s'est dit quoi? Comment tu as vécu ça, ce moment-là? T'sais, parce que moi, je trouve ça tout le temps le fun que les Québécois, quand ils vivent cette première fois-là, qu'ils nous en parlent. Parce qu'il y en a plein de Québécois qui n'ont pas la chance de le vivre. Mais toi, tu l'as vécu. Mais c'est souvent, je me fais demander c'est quoi le plus beau moment dans ma carrière. Puis il y en a quand même plusieurs. Là. Puis, je veux dire, la première fois que le téléphone a sonné, que j'étais dans la Ligue américaine pour me faire dire que je m'en allais dans la Ligue nationale, ça en est assurément un. Il y en a plein, mais je vais vous avouer que la première fois que j'ai embarqué sur la glace au Centre Bell, là, tu fais comme « wow ». On dirait tant que ça... Parce que tu te fais repêcher dans la Ligue nationale, puis, je veux dire, au moment que tu te fais repêcher dans la Ligue nationale, tu penses que c'est ton plus beau moment, puis ça demeure un des plus beaux moments, mais il y en a combien qui sont fait repêcher, qui n'ont jamais joué, qui n'ont pas signé de contrat. Mais là, après ça, tu signes ton contrat, c'est extraordinaire. Là. Tu commences ta carrière pour finalement en arriver dans la Ligue nationale. Au moment que tu arrives dans la Ligue nationale, tu te rends compte que d'avoir été repêché, ça valait pas grand-chose, tu sais. Fait qu'un peu le même principe qui est arrivé avec Montréal, parce que moi, quand je me suis fait signer, j'avais d'une blessure. Là, j'ai commencé dans la Ligue américaine parce que j'avais pas eu de camp d'entraînement, j'avais rien eu. Dans le fond, ils m'ont envoyé sur un conditioning qui appelle là, dans la Ligue nationale pour 2 semaines. Et puis, quand je suis arrivé à Montréal, là, c'est comme toutes les étapes que j'avais anticipées qui aient bien, mais ils ont bien été. Puis là, j'étais rendu au Centre Bell, j'étais sur la glace, la famille, les amis. Ouais. Il y avait plein de monde. Là, c'était comme un peu quand j'ai joué. Moi, j'ai eu la chance de jouer à Shawi Junior. Puis, à tous les matchs, il y avait tout le temps plein de monde que je connaissais. Puis ça, c'est unique. C'est une chance quand tu as dans ta carrière de pouvoir de faire un métier que les gens peuvent critiquer, mais peuvent également te regarder en action. Fait que moi, Montréal, là, c'est que du bonbon. Puis en plus, on avait une bonne équipe. En plus, personnellement, ça a bien été. Puis en plus, on s'est rendu dans les séries. Fait que ça, j'aurais pas pu en demander. Oui, ça a bien été. Ben oui, dans les séries, ça a bien été aussi. C'était pas pire. Écoute, et Jean-Luc Pigeon, il dit ça fait du bien de voir la face parce que moi, la dernière fois, je l'ai vu parce que lui, il est de Bécomo. C'est quand il était à Bécomo. Fait que tu as parlé de Shawi. Fait que je voulais saluer Jean-Luc qui avait des souvenirs de toi de Bécomo. Puis en plus, il rajoute, il dit remplacer la garnotte de Sorey avec 50 livres de moins. Assez impressionnant, merci. Hey, Marc-André, tout à l'heure, je t'allais demander, avant que tu t'en ailles à Hamilton, puis on va y parler d'Hamilton parce que tu retournais là 9 ans après, y avait-tu eu des promesses qui avaient été faites? Tu sais, va à Hamilton, puis on va te ramener. Comment ça se passe quand que, tu sais, c'est un cas d'urgence, là? Ben, oui, exactement. Mais si je ne me trompe pas, le contrat que j'ai signé avec le Canadien, c'est un contrat Ligue nationale. Donc, pour pouvoir m'envoyer dans la Ligue américaine, ça venait avec la clause de conditioning parce qu'on était au moment de la saison, en saison. Fait que Non, mais j'avais pas tant de crainte. Ça faisait quand même quelques années à ce moment-là que je jouais dans la Ligue nationale. Je me sentais établi. Puis une blessure, ça arrive à tout le monde. Puis je veux dire, c'est d'un monde comme ça qu'on vit, là. Si t'es blessé, mais les équipes te signent pas. Puis à moins d'être, je veux dire, Sidney Crosby, puis faire partie, mettons, d'un top 2 comme un défenseur ou d'un top 3 à l'attaque, là, je veux dire, la majorité de ces gars-là vont se faire signer probablement pareil, quoique tout est possible. Là, mais dans mon rôle, j'étais à l'aise, je croyais en moi. Puis je savais que c'est des étapes normales à faire. Puis en même temps, c'était un peu épeurant. Là. Moi, pensez-y, les gars font 1 mois de camp d'entraînement, puis ils ont déjà quelques games de jeu dans la saison. Là, moi, j'étais à la maison. Là, je mange le vendredi soir parce que je mange la poutine avec de la pizza parce que c'est ça. Puis le samedi d'après, je suis rendu jouer avec le Canadien de Montréal. Là, fait que, c'est là, quand ça commence, tu fais comme « Oh boy, je vais être prêt? Comment je me sens? » Fait que... Mais non, faut que tu crois en toi. Te souviens-tu de tes 2 premières games à Hamilton? Te souviens-tu de tes 2 premières games à Hamilton? Je me rappelle que Guy Boucher m'avait dit un genre de commentaire. Non, je me rappelle pas vraiment, non. Ça devait pas avoir super bien. Guy Boucher avait eu des bons mots pour toi. Guy Boucher avait eu des bons mots pour toi. 2 passes la première game, puis 3 passes la deuxième. Guy Boucher avait été surpris à quel point tu étais performant pour quelqu'un qui n'avait pas eu de camp.
Ben, c'est vrai, mais sans farce, tu sais, là, je fais des blagues, puis je dis que je mangeais des hot dogs ou de la poutine avec des pizzas le vendredi soir, là, mais tu sais, à un moment donné, tu deviens pro, là. Tu sais, tu te rends compte c'est quoi ça prend, puis tu sais, même si j'étais pas allé à un camp d'entraînement, puis j'ai supposément moi en forme, tu sais, j'étais quelqu'un qui s'est maintenu en forme toute sa carrière, puis ça vient comme avec. Fait que tu sais, oui, même dans la saison en tant que joueur, là, quand tu passes du camp au premier match de la saison, tu sais, quand ça commence le premier match de la saison, tu te sens pas tout à fait de niveau, tu sais. Puis on dirait que t'as le même feeling quand tu passes de la saison aux séries. Fait que, tu sais, c'est juste, je pense, un niveau qui est tellement élevé que tu peux pas vraiment le répliquer chez vous, mais il y a un minimum de conditionnement physique que tu peux aller atteindre. Puis je pense plus que tu le fais pendant longtemps, mais mieux que tu es à te préparer. Donc, cette année-là, je pense que ça avait été un bon exemple, que dans le fond, j'avais quand même fait un bon travail à la maison, puis j'étais arrivé quand même relativement prêt, mais conditionnement physique prêt, mais tu sais, la game mentale aussi, là, tu sais, de voir aller les choses. Puis je me rappelle, il me semble que le premier match, j'avais patiné quasiment juste d'avant, j'avais patiné de reculons quasiment de la game au complet, là, si je me trompe pas. Ah ouais. Hey, je me souviens qu'il y avait un gros hype. Je me souviens même que j'avais fait des entrevues avec toi. Moi, Marc-André, on s'est déjà parlé en radio. Puis, ouais. Yann, moi, je fais des pools, des keepers. Puis j'avais drafté Marc-André. J'étais convaincu qu'il ferait bien des points, un offense defenseman comme ça. Mais je me souviens qu'il y avait un hype, il y avait un buzz à Montréal parce qu'on voulait qu'on te rappelle, tu sais, ça avait parti bien fort. Puis il avait même rappelé Yannick Weber puis Sean Bell avant toi. Tu te souviens-tu de Sean Bell qui avait été rappelé avant toi? Oui, je m'en rappelle. Écoute, je n'étais pas offusqué de ça. J'avais pas l'impression que je me faisais jouer un sapin. Là. Je pense que j'ai fait le temps que j'avais besoin dans la Ligue américaine. Puis tu sais, honnêtement, c'est jamais quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. Je pense que ça a été un mal nécessaire. Parce que, tu sais... OK, bon. Avais-tu amené bien des T-shirts à Hamilton? Je m'étais emmené 14 paires de bobettes. Fait que de même, j'étais sûr que j'étais à chaque journée. Au 15e jour, je n'étais plus là. Hey, ça, c'est la même année là, que, si mon souvenir est bon, c'est la même année que Guillaume Latendresse a été échangé au Minnesota contre Benoît Pouliot. Ouais. Les Québécois, on le sait, vous êtes toujours plus près. Ça n'a sûrement pas dû être facile. Est-ce que une fois l'échange complété dans le vestiaire, vous en parliez ou vous suiviez un peu, parce que Guillaume avait eu un méchant départ là, au Minnesota. Je sais que lui suivait ce que le Canadien faisait à Montréal, il l'a déjà dit. Mais vous autres, est-ce que vous n'étiez pas tentés à regarder là, vers ce que Guillaume faisait là-bas? Là? Ben, Guillaume, c'est demeuré un ami à moi. Fait que, dans les faits, je me rappelle pas des détails, là, mais Guillaume, quand j'ai été en Suisse, à Zurich, j'ai suggéré à Mark Crawford d'emmener Guillaume là-bas avec nous. Puis, moi et Guillaume, on est demeurés des très bons amis. Fait que Guillaume, c'est un gars qui est plaisant à côtoyer. Dans les anciens Canadiens, on joue ensemble. Puis, écoute, on se fait rire. Il est de bonne compagnie. Fait que pour moi, autant Ben. Ben, c'est un ami encore à ce jour. On se texte de temps en temps, on se parle. Il faudrait qu'on se parle plus souvent d'ailleurs. Puis, mais c'est un petit monde de hockey. C'est un petit monde, le monde du hockey. Puis, oui, tout à fait. Ça demande de l'effort un peu pour garder tes amis. Puis moi, ces deux gars-là, c'est des gars avec qui j'ai gardé des contacts. Puis je suis bien content. Quand je disais rocambolesque, là, on t'a... on a sorti tout le meilleur de toi. On t'utilisait, tu sais, on t'a bully. C'est ça qu'on a fait, parce qu'on t'utilisait sur le powerplay parce qu'on avait besoin de toi, mais souvent, on t'a fait jouer à gauche, à 4e ligne. On ne te gardait pas à défense, etc. C'était quoi les discussions avec Jacques Martin? C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là? T'étais-tu content parce que tu étais avec Canadien et tu jouais sur le powerplay anyway, ou t'étais fru parce qu'on te mettait sur la ligne de la 4? Martin disait quoi, lui? Je sais pas, rendu au niveau de la Ligue nationale, là, des discussions là, cœur à cœur là, sur tes sentiments sont plutôt rares, là, je vais vous dire. T'as un travail à faire, puis à manger pour le faire le mieux possible. Là. Puis moi, c'est sûr que de jouer à l'avant, ça me dérangeait pas tant que ça. D'ailleurs, j'ai grandi la majorité de mon enfance de hockey mineur, j'allais jouer à l'avant. Fait que c'est quelque chose que j'apprécie, mais c'est sûr que tant qu'à pas jouer, j'aimais autant faire ça. Mais pendant la saison, j'ai joué quand même beaucoup à défense. Je pense je jouais, je sais pas, je me rappelle peut-être 12-13 minutes, là, qui était un minimum pour être au moins dans le game un peu, si on peut dire. Là,
Et puis, dans les séries, suite à ma blessure, là, qui est arrivé au premier match des séries, là, je jouais beaucoup moins, mais tu sais, j'avais le genou droit, j'avais plus de croise antérieure, puis tu sais, j'étais magané. Fait que je pense que là, d'une certaine façon, il me protégeait un peu, là, puis tu sais, même moi, c'était pas facile. Fait que, mais quand même, j'ai trouvé le moyen de jouer tous les matchs puis de produire quand même. Fait que ça a rajouté un point d'exclamation à une saison qui était déjà extraordinaire. Marc-André, moi j'ai une question, mais il faut que je t'en lise une du public parce que je veux pas qu'on l'oublie, là, puis tu pourrais y répondre après si tu veux. Mais il y a plusieurs personnes qui écrivent sur la page Facebook de l'émission qui te demandent c'est qui l'artiste des dessins derrière toi. Fait que ça, tu pourrais y répondre. Mais juste avant, moi je veux que tu me répondes. Non, mais je trouve ça le fun. Puis il y en a plusieurs qui le demandent. Puis moi, ma question, c'était qui les leaders cette année-là dans le vestiaire? Tu sais, les grands leaders du Canadien, là? Je regardais hier, d'ailleurs, c'est drôle que vous me dites ça. Je regardais sur mon mur de la maison, pas celui-là, là, mais en bas, puis je voyais la photo du Canadien, puis je remarquais qu'il y avait les trois au centre de la photo. Il n'y avait pas de capitaine, mais il y avait les trois assistants capitaines. Et puis, je pense que c'était pas... personnellement, je me rappelle pas d'un leader incontesté. Mais je me rappelle d'un Al Gill qui avait une place assez forte dans la chambre. Puis un Scott Gomez qui avait une place quand même qui était forte dans la chambre. Mais tu sais, je pourrais pas dire... non, mais c'est correct que tu réponds, Gomez puis Gill. Oui, mais ça fait déjà un certain temps aussi. Fait que, tu sais, je suis comme un peu embêté de lancer des noms parce que je voudrais surtout pas en oublier un. Ou, tu sais, en diminuer un autre à cause que j'en nomme certains, parce qu'en bout de ligne, je pense pas qu'il y avait... C'est qui l'artiste? Ouais, tu vois, parce qu'on jase de Marc-André Bergeron, puis tout ça, il est numéro 1 trending sur HockeyDB. Ah ouais? Mais comme achat. Mais oui, parce que tu es en onde avec nous autres. Fait que là, tout le monde va chercher tes stats. Mais là, attends, je veux pas t'oublier, là. L'artiste. Il y en a encore qui écrivent, là. C'est qui l'artiste des dessins en arrière de toi? L'artiste, c'est des dessins de mes enfants. Ben, c'est ça. C'est ça, je voulais que tu me dises. Ouais, des dessins d'enfants qui ont fait soit pour un cadeau de Noël ou ils ont dessiné leur mère ou peu importe. Là, je veux dire, je trouve que on dirait que génial. Là, les gars, je veux pas vous faire... pareil, on dirait que tout le monde, ça ne me tentait pas d'accrocher justement mes gilets de hockey ou mes trophées que j'ai gagnés. Fait que je me suis non, c'est correct, ça fait différent. Ouais, c'est ça. Je trouvais que ça faisait différent. Oui, Marc-André, un décor avec des cartes de photos, moi, je suis d'accord avec ça. Ben, j'espère. Chacun son style. Ben moi, je suis allé pour la facilité parce que quand ils ont décidé qu'on s'en allait en podcast comme ça, il fallait que je trouve une solution. Parce que ça, ici, où je me trouve dans la maison, c'était le bureau à ma femme. Fait qu'il fallait que je trouve une solution, puis vite, là, enlever des choses, ces murs. Puis, fait que c'était ça qui était le plus facile, c'était les gens là-dedans. S'ils me font une coupe de dessin, j'ai une coupe de dessin qui rentre dans les prochaines semaines, Yannick, je t'en enverrai. Tu me les enverras. Parfait. Des bricolages avec les miens sont trop vieux, j'en ai plus de dessin. Puis ça se termine cette saison-là. Bon, on se souvient là, avec l'élimination des Capitals, des séries tout simplement extraordinaires. Puis tu sais, j'invite les gens à aller revoir cette saison-là. Comme je l'ai dit, Marc-André Bergeron a certainement connu une saison extraordinaire. Puis rocambolesque commence chez eux, puis finit 5e scoreur de cette équipe-là. S'en va en série, marque un but important pour éliminer les Capitals de Washington. Écoute, le Canadien avait 20 shots par game, vous en receviez 50. Ça prenait un but en powerplay de Bergeron, de Camilleri, puis on protégeait le reste de la saison, le restant de la game. C'était à peu près de même, ça se passait, Marc-André. Ah, c'est bien, c'est quand même assez bien décrit, oui. Puis cette semaine, j'ai eu un appel avec la gang de Québec, avec Jeff Lyon, puis il me reparlait de l'appel avec Yves Landry. Là, ça me faisait rire, ça me fait rire. Là. Des beaux souvenirs, tu sais, il reparlait de Yaroslav Halak. Puis, dans ma tête à moi, je me disais, ouais, mais Yaroslav Halak, il est dans notre équipe. Il est dans notre équipe à nous autres. C'est Mario Lemieux, puis Sidney Crosby, puis Wayne Gretzky. Il était dans une équipe. C'est pas à cause, je veux dire, tant mieux pour eux autres. Oh, oui, l'affaire parce que c'était Halak qui avait gaulé en série au lieu de Price, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ah ouais. C'était le printemps à l'acte, tout le monde avait son mais dans le fond, le point, ce que j'ai su là, je ne veux pas remémorer l'histoire au grand complet, là, mais c'était surtout de dire que dans le fond, lui, il chialait un peu, que dans le fond, on était chanceux de gagner parce que Yaroslav Halak était dans notre équipe.
Tu sais, dans le feu. Mais ouais, mais tu sais, il est dans notre équipe, c'est ça, il est dans notre équipe. T'sais. On s'excuse. On s'excuse. Le Lightning avait Brandon Point cette année. Ouais, non, exactement. C'est ça. On s'excuse. Puis quand ça finit, Marc-André, tu l'as dit, tu étais blessé. Puis, tu sais, je veux pas brasser de la chenoute, là, mais tu sais, il y a des gars proches de l'équipe, exemple, dans les dernières années de Gainé ou peu importe, de Gauthier. On n'a pas signé des gars qui étaient blessés, comme Bouillon, comme Tanguay, puis Marc-André Bergeron et un. Est-ce qu'on t'avait fait un offre que tu as refusé ou on t'en avait juste pas fait d'offre puis tu étais parti au marché? J'ai pas reçu d'offre, tout simplement. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, puis ça s'applique encore. Puis malheureusement, c'est pas une ligue pour où que tes émotions prennent le dessus sur les décisions. Puis c'est un monde comme ça. Et puis, il faut que tu sois prêt à vivre avec. Puis ça a été mon cas, j'ai vécu avec. Puis finalement, c'est rare que ça finit par virer en situation qui est pire. Dans mon cas, ça a souvent été une situation un peu décevante qui se vire en situation qui est super plaisante. Puis je me suis en allé à Tampa Bay pour 3 ans. Puis ça a été vraiment une super belle expérience aussi, de jouer en Floride, de tomber avec un paquet de Québécois. Je me suis fait des super de bons amis là-bas. Le Cavalier, avec Martin Saint-Louis, Teddy Purcell, Steven Stamkos. C'est tous des gars avec qui que je parle encore. Bruno Gervais qui travaille avec vous. Ça a été une super de belle dynamique là-bas en Floride. Puis je me considère bien chanceux finalement. Ça a été sur le coup, c'était pas facile parce que j'aurais aimé rester à Montréal, là, mais un coup, les émotions passées, j'étais très bien. Il n'y a rien qui arrive pour rien, c'est ça. Exactement, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ouais, hey, Marc-André, c'est bien le fun que tu aies pris le temps de venir jaser avec nous autres aujourd'hui. C'est très, très apprécié. Puis moi, j'ai bien hâte que ça commence à Trois-Rivières, votre histoire dans le ECHL ou ECHL, si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, on va le retenir. Puis on va aller faire un show d'On-Jase une bonne journée avec vous autres, peut-être à l'ouverture, puis avoir du fun un peu. Puis j'ai hâte de faire un petit hors-jeu de tour pour visiter les installations, puis tout ça. Dès qu'on va pouvoir, on va aller faire ça, c'est sûr. Ben franchement, merci. Puis en effet, le garder, là, c'est merci de parler de nous aujourd'hui. Grâce à votre support, comme vous l'avez toujours fait d'ailleurs, vous allez nous donner un coup de main à rendre cette organisation-là crédible, puis avec rempli de succès. Donc, ça va me faire plaisir de toujours vous parler, messieurs. Ben, t'es bien gentil. T'as-tu merci, encore ta Marc-André. garnotte, Marc-André? Ouais. Mais là, je me spécialise plus au golf. Là. La garnotte, je l'ai transférée au golf. Imagine, ça doit partir, c'est moyen temps. Ouais. Mais tu vas montrer à tes joueurs comment faire la garnotte. Puis si jamais on fait un show là-bas, j'amène mon stock. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais demandé à mon oncle, parce qu'il y avait j'avais une occasion d'affronter Gaston Gingras. Puis dans le temps, j'avais demandé à mon oncle de laisser Gingras de garnotter sur moi. Puis à 46 ans, j'ai le même rêve de TQ, me mettre dans les nets, puis avoir une garnotte dans le mythe qui me fasse mal, de Marc-André Bergeron, une des plus belles garnottes de la Ligue. Parce qu'avant, j'étais moins dangereux. Je lançais probablement un peu plus raide en plus, là, mais tu prends tellement de lancers, tu es tellement habitué que j'avais pas peur nécessairement de défoncer le masque d'un goaler. Là, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la lancée est peut-être un peu moins raide, mais surtout probablement pas mal moins précis. Là. Je vais mettre en garde. Mais c'est pas grave. Je mettrai mon masque. Moi, je vais être là pour voir ça. Ça va être le fun. Salut, Marc. On va aller te voir, Marc-André. Toute une carrière, mon chum. Content de vous avoir parlé. Merci. Bye. Salut, bye. Marc-André Bergeron, toujours très sympathique. Écoute, tu parlais, Martin, que tu as fait de nombreuses entrevues avec moi aussi, avec les années. On est allé tourner plein de choses avec lui. C'est tellement un bon bonhomme. Moi, je suis content qu'il soit à la barre de cette équipe-là parce que c'est certain que ça va connaître du succès. Puis j'ai vu, puis là, je sais, il faut qu'on arrête, mais j'ai vu plein de commentaires de gens. Hey, je vais y aller, je vais assister à un match, je vais acheter des billets, je vais m'organiser. C'est sûr que ça va avoir un impact. Ouais, ça va avoir un impact, c'est certain. Puis ça devient, puis je le disais tantôt, pour la Ligue nord-américaine, une belle opportunité pour ces joueurs-là aient la chance de toucher à la Ligue de la Côte-Est ou la ECHL, comme on l'appelle maintenant. C'était bien le fun, encore une fois, à midi. Merci donc à Marc-André Bergeron et à François Gagnon. Merci à la mise en onde à Valérie et réalisation, Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production de RDS en régie partout. Merci beaucoup et à vous tous d'avoir été là avec vos nombreux commentaires.
À tous les jaseux, les nouveaux et les anciens, merci beaucoup. Merci Yann. Salutement, on jase demain. Salut.